le podcast. Qui se cache derrière les réussites d'entreprise? Des femmes et des hommes comme vous, dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, portés par leur vision, leur audace. Dans ce podcast, ils se livrent à cœur ouvert sur leur parcours, les rencontres décisives et les choix qui ont compté. Ce podcast est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en écho au magazine En Essonne Réussir, pour donner la parole aux acteurs de l'économie locale. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Anthony Sediki, président et cofondateur de Cosmix, une entreprise essonnienne qui veut révolutionner la fabrication industrielle par l'impression 3D. Avec lui, nous allons découvrir comment un élan solidaire, né pendant la crise du Covid, a conduit à la création d'une start-up innovante qui a déjà exposé à l'Élysée, signé un contrat majeur avec l'armée de terre et ambitionne de devenir un acteur de référence en France et à l'international. Anthony, bienvenue dans le podcast. Merci, ravi d'être présent. Avant de parler de Cosmix, pouvez-vous nous raconter peut-être votre parcours et quel est cet incroyable élan solidaire qui vous a conduit à l'entrepreneuriat? Expliquez-nous. Une histoire assez improbable. Je me suis blessé en faisant de la compétition moto. Me retrouvant à la maison juste avant le confinement, une amie d'enfance de ma femme, médecin, est venue me voir en m'expliquant les difficultés qu'ils avaient. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait y prendre des heures, mais qui m'expliquait les problématiques qu'ils avaient à se procurer des masques et des systèmes de protection. J'avais une imprimante 3D pour la compétition moto, donc je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose et j'ai commencé à fabriquer des visières. Là où ça a fonctionné, ça a été dans l'adaptabilité de la visière pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser avec ce qu'on trouvait sous la main, donc notamment des feuilles de reliure transparentes, qui a fait la réussite en termes de volume de ce concept de visière de protection. Pardon. On en a produit au début, j'en ai produit peut-être une petite dizaine pour donner à l'établissement de santé. L'accueil a été assez incroyable en termes de reconnaissance et d'utilité parce qu'ils les ont mises tout de suite et ils sont partis tout de suite retourner travailler. J'ai refait la même opération dans un autre hôpital le lendemain et là j'ai vu que l'accueil était le même et je me suis dit il y a quelque chose, c'est pas possible. Un appel a été fait par Facebook, oui ça existe encore, qui a fait que cette opération a grandi de façon assez exceptionnelle en très peu de temps. On est passé de moi tout seul chez moi à un peu plus de 15 000 personnes qui ont participé. Et ça en moins de 3 semaines. On avait produit un peu plus de 600 000 visières de façon totalement gratuite, avec qu'un élan de solidarité global. Les gens, alors pour rappel, on était normalement dans l'interdiction de sortir. Et on a réussi malgré tout, grâce à la fabrication additive et cet élan de solidarité, à produire des pièces au plus proche du besoin, et notamment les soignants. Et je le répète, de façon totalement bénévole. Et avant de transformer ce magnifique mouvement en association, c'était un mouvement solidaire. Et alors, comment vous avez passé le pas, justement? Ça a été une nécessité pour pouvoir récolter les dons en fait, des gens. Parce que j'ai appris que c'était extrêmement difficile de refuser à quelqu'un de donner quelque chose. Et ça, je l'ai appris avec cette période-là. Et il a bien fallu monter une structure juridique, une entité pour pouvoir avoir un compte bancaire. Il est hors de question que je mette ça sur mon compte. Donc on a monté une association de façon express avec la ville dans laquelle je vis, qui s'appelle Visière Solidaire, toujours, qui existe encore, qui a été montée en moins de 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et de là, on a pu commencer à récolter les dons et permis de faire continuer de fonctionner cet élan de solidarité en utilisant l'argent pour acheter la matière. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer de cette association à une entreprise créant des imprimantes et micro-usines 3D? Alors, pour commencer, j'ai moi un petit peu plus de 20 ans d'industrie derrière moi où je travaillais pour un fabricant de machines industrielles internationales. Donc j'avais déjà de bonnes connaissances dans l'outil de production. Et pendant cette période Covid, on nous a mis à disposition un petit peu tous les équipements d'impression 3D qui étaient disponibles sur le commerce. Moi, j'utilisais en tant que particulier, donc j'avais qu'une petite vision de ce qui existait. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec toutes les machines disponibles qui m'étaient mises à disposition. Et je me suis rendu compte déjà du volume. Il y avait énormément de marques qui étaient sur le sujet, mais très peu qui nous permettaient d'envisager une production. Et moi, c'est un petit peu mon travers, c'est la production industrielle. Et quand j'ai vu cette capacité à répondre à un besoin au plus proche du besoin, sans déplacer du matériel hormis de la matière première et pouvoir créer plein de choses différentes, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait juste
avoir une proposition de valeur qui soit, en termes de machines, qui soit suffisamment solide et fiable pour permettre une répétabilité et du coup d'envisager de la production décentralisée. Et en fait, toutes les personnes quand on s'est regardé avec les équipes bénévoles, le cercle proche, on va dire, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Parce que c'était pas possible de s'arrêter comme ça en s'étant rendu compte de ce manque, à mon sens, d'outils industriels. On s'est regardé droit dans les yeux, on a dit on y va. Et du coup, on a monté une société avec que des gens qui viennent de l'association. Donc ça, c'est génial en tant que patron d'avancer avec des gens qui sont des collègues avant d'être des salariés et des amis aujourd'hui, très clairement, qui sont là pour les bonnes raisons, en fait. Et c'est ce qui a fait, à mon sens, ce qui a grandement participé à notre réussite. Nous sommes 5 ans après la création de Cosmix. Vous avez remporté, je l'ai dit, un marché avec l'armée de terre Oui. qui vous amène à produire, à livrer pour eux une centaine d'imprimantes 3D. Je crois qu'au début de l'année aussi, vous avez remporté un autre marché avec l'armée de l'air. Quels sont les points forts de votre technologie? Et peut-être commencer par nous expliquer quelle est votre technologie propre d'impression 3D par FDM. Expliquez-nous. Ah oui, alors déjà l'impression 3D par FDM, donc c'est dépôt de fil fondu. L'idée c'est de déposer de la matière fondue couche après couche, donc de monter et fabriquer une pièce, un peu comme on fabriquait le mur d'une maison. Donc c'est comme ça qu'on produit les pièces. Avec ça, on est capable de produire plein de choses avec différentes technologies. Là où on a été innovant, ça a été dans la capacité à projeter cet équipement et à le développer pour de la production et du coup avec une demande de fiabilité et de répétabilité. Donc on a remis tout à plat pour faire en sorte que cette machine soit la plus simple mécaniquement possible, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de cascades de jeu et un minimum de panne. Une fois que ça s'est été fait, on a développé toute la partie logicielle autour. Et quand la fiabilité a été reconnue de l'équipement, parce que ça a mis un petit peu de temps quand même, une fois que la fiabilité a été reconnue, on s'est mis à éjecter les pièces. Donc on a accéléré la production 3D grâce à nos capacités de déplacement, qui sont aujourd'hui dans les plus rapides du monde. Et on a en plus enlevé cette partie potentielle d'interaction humaine, qui était le déchargement, chargement de plateau, qui était quelque chose d'assez lourd en usage pour la production, pour les clients. Donc on a retiré ce truc-là, et j'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs. Un de mes confrères m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu cherches à éjecter? C'est en plein salon. Et je lui ai dit, tu comprendras plus tard. Alors concrètement, pour l'armée de terre, à quel besoin cela répond pour eux? Difficile de répondre directement à cette question. On va dire que ça leur sert au maintien en condition opérationnelle. Donc faire en sorte que les équipements qu'utilisent nos armées soient toujours fonctionnels, avec une disponibilité quasi immédiate des pièces quand c'est faisable. Donc l'impression 3D avec nos machines projetées sur le terrain ou dans des bases permet en fait de combattre l'obsolescence ou de réparer des pièces en urgence à certains moments un peu plus délicats. Ça veut dire ce qui évite d'aller chercher dans les chaînes d'approvisionnement longues. Il y a vraiment un enjeu écologique aussi. Exactement. En fait, l'enjeu est double. Il est économique, il est même triple. Économique, il est de disponibiliser la pièce le plus vite possible. Et ensuite, il est écologique. Parce que le fait de déplacer une pièce par son fichier numérique, plutôt que de le déplacer physiquement, de le stocker, de le transporter, coûte beaucoup moins cher en termes de ressources. Et c'est ce qui fait que la fabrication additive, à mon sens, dans tout ce qu'elle va pouvoir adresser comme marché, est une révolution industrielle calme qui est en train de s'approcher. Alors Cosmix, c'est une jeune entreprise. Je crois que c'est 14, 14 salariés. 14 salariés, donc 5 ans d'existence. On l'a vu, vous n'hésitez pas à aller chercher des prestigieux contrats, vous venez de nous en parler. Donc vous rêvez grand. J'ai envie de savoir où puisez-vous cette confiance? Alors je pense qu'il y a une part de caractère où je suis un compétiteur, je l'ai toujours été, donc je vais toujours au bout des choses et j'essaie de tendre vers ce que je peux faire de mieux. Mais je serais incapable d'avoir cette confiance sans les équipes qui sont derrière. C'est une aventure humaine qui est semée d'embûches. Il y a énormément de difficultés qu'on rencontre chaque jour, mais le fait de se reposer sur cette équipe-là, et je le disais encore hier en réunion, je suis extrêmement reconnaissant d'être entouré de ces belles personnes et de ces compétences qui font que je suis certain que tant qu'on sera soudés, on arrivera à n'importe quoi. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un ou deux défis que vous avez rencontrés et que vous avez surmontés tous La ensemble? création de la société déjà, se créer une imprimante 3D en France, c'est un vrai sujet et ça a été c'est toujours un gros défi, mais c'est un défi qu'on relève pour être compétitif avec un marché qui est extrêmement compliqué en termes de concurrence.
Et pour ça, on utilise notre intelligence collective et chaque idée de quelques personnes d'où ça vient dans la société est entendue, euh, réfléchie et mise en œuvre, le cas échéant, quand c'est nécessaire. Je vais parler également de la partie financière qui a été dure pendant ces 5 dernières années, où justement le fait d'avoir des gens motivés, qui croient en ce projet, ont en même temps motivé leur entourage, qui a du coup investi dans la société pour nous permettre de passer des moments difficiles. Ça nous a vraiment permis de voir l'avenir, d'envisager un avenir déjà. Il y a beaucoup de confrères qui ont monté leur société en même temps que moi, d'autres startups qui ne sont plus là. Et je les ai vus au fil de l'eau s'arrêter. Et on a vécu les mêmes difficultés. C'est juste que on est un animal social. J'aime à le dire. On a notre plus grande force, c'est notre solidarité. Et c'est ce que m'a prouvé le Covid, notamment avec Visière Solidaire. C'est ce que je continue à découvrir chaque jour avec la société. Et, euh, et le fait si j'arrive à dormir le soir, c'est parce que les équipes sont là, quoi. Est-ce que vous pourriez aussi nous partager une belle rencontre? Je pense à vous fabriquer, alors vous concevez et fabriquez des imprimantes 3D, mais vous continuez l'impression sur mesure et je crois que vous avez réalisé un cadeau diplomatique. Racontez-nous. On a été sélectionné pour le fabriquer en France, à l'Élysée. Donc, une société, donc, on peut dire un peu l'excellence de ce qui est exposé à l'Élysée. Et suite à cette rencontre, on a rencontré plein de gens là-bas. Et vu qu'on est des équipes qui sommes relativement humaines, on a sympathisé avec beaucoup de personnes à l'Élysée de façon assez rapide, en moins d'une semaine. Et ils sont venus se renseigner sur ce qu'on faisait et les possibilités. De là, on m'a contacté 2-3 jours après la fin de cette exposition pour me demander s'il était possible de faire une reproduction de l'échiquier dit de Charlemagne pour offrir au Premier ministre indien. Et ça a été une grande fierté de fabriquer un des cadeaux présidentiels, donc le cadeau de la France à un autre pays. Alors, quels sont vos projets pour la suite? On va continuer à développer des machines toujours plus compétitives et productives. On est en train d'essayer de finaliser une levée de fonds pour pouvoir attaquer le marché international l'année prochaine. Il est hors de question qu'on s'arrête à simplement la France, même si on en est très fier de notre réussite actuelle. Le marché demande, et notre machine, je pense, va répondre à un besoin industriel de demain, que ce soit en Europe ou à l'échelle mondiale. Donc il faut qu'on se donne les moyens d'attaquer ce marché, et c'est pour ça qu'on est en train de faire cette levée de fonds. Donc développement, plus d'innovation, mais avec plus de moyens. Alors, vous êtes basé bien sûr en Essonne, à Épinay-sous-Sénart, et fier de l'être. Quelle est l'importance pour vous de cet ancrage territorial, local? J'ai pas que la société, j'ai également l'association qui continue de tourner, sur lequel on a quelques salariés, un peu plus d'une vingtaine. Épinay-sous-Sénart est un secteur où je n'y habite pas, j'y travaille. J'ai rencontré cette ville et ses habitants pendant le Covid. J'ai appris à voir en fait la difficulté parce que c'est une sorte d'enclave, et ça me tenait à cœur de montrer qu'on était capable de créer quelque chose dans un territoire en fait qui est pas souvent mis en lumière. On est très loin du plateau de Saclay, et pourtant notre société aujourd'hui est plutôt reconnue sur l'innovation et sur les startups françaises qui sont sorties ces dernières années, quoi. Et vous avez développé des liens avec des acteurs économiques en Essonne. Oui, oui, ça fait partie du tissu associatif qui nous a permis de rencontrer et de briser un peu les lignes. Je me rends compte que quand on donne à l'autre sans rien attendre en retour, ça aide à générer un réseau de bienveillance autour de soi. Et en effet, le réseau essonien a été exceptionnel là-dessus, tant dans les moments, dans les bons moments, que dans les moments un peu plus compliqués, où j'ai vraiment senti cette entraide au niveau du tissu même industriel ou du tissu administratif local. Sans même parler de la CCI, elle fait un travail incroyable. La préfecture, enfin on sent vraiment qu'il y a une sorte d'écosystème, presque un cocon en fait, autour des entreprises qui naissent. Un petit mot peut-être justement sur la CCI, un des accompagnements marquants pour vous. Il y a eu les différentes rencontres et conférences avec la CCI auxquelles j'ai eu l'honneur de participer. Il y a eu également le Road to Export, sur lequel on a été sélectionné. Quand on entend qu'on est en train de se déployer
à l'international, ça a été une aide précieuse pour nous permettre de bien cibler. On va dire que j'ai pas de moment spécifique, c'est un accompagnement régulier. Je ne veux pas dire qu'on est au téléphone toutes les semaines, ce serait mentir, mais on a des contacts au moins tous les mois ou tous les 2 mois. C'est quelque chose qui est assez régulier pour soit des événements, soit pour prendre des nouvelles. Donc c'est vraiment appréciable de compter la CCI comme un partenaire en fait. Quels tips vous pourriez donner aux entrepreneurs pour se lancer Là, c'est la question piège. C'est extrêmement compliqué de donner une réponse à cette question. Je vais pas faire le coach en entreprise ou en création de start-up comme on peut voir sur Insta ou sur TikTok. C'est dur. On va pas se mentir. Créer une entreprise, surtout dans le hardware, c'est compliqué. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas abandonner, de savoir prendre les opportunités, de les mesurer, de savoir s'entourer, c'est primordial. Et de croire en ce qu'on fait avec énormément de remise en question quotidienne. Pour vous suivre, on vous suit sur LinkedIn, sur d'autres réseaux? LinkedIn, sur le site web également de Cosmix. Il y a la newsletter avec des news qu'on met régulièrement, mais c'est vrai qu'on est assez actif sur LinkedIn principalement. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. À très vite.